Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Box Office Pro. Je suis très heureux d'accueillir Jérôme Enrico, qui est réalisateur, mais aussi président de l'ARP. ARP voulant dire auteur, réalisateur et producteur. Et l'ARP vient de tenir ses 35e rencontres, qui sont fameuses dans l'industrie. On aura l'occasion d'en reparler. Bonjour également à Jules et Emilien. Merci d'être avec nous pour commenter cette émission. Alors, une Bonjour. précision, nous sommes lundi dans notre vie à nous. Jeudi, quand vous verrez cette émission, parce que nous l'avons enregistrée, il fait que ça aura un peu d'impact sur les Sur chiffres les chiffres, absolument. dont Emilien nous parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ça n'enlèvera rien à la pertinence des propos de Jérôme. Bon, avant d'en juger et de parler de ces rencontres de l'ARP, on va faire un tour vers l'actualité avec Jules. Et on va commencer ce tour de l'actualité avec un petit tour dans le sud de la France, du côté de la Méditerranée. C'est ça, allons, du côté, de la côte, où, Philippe de Juste et Alexis Dantec ont, acquis les cinémas exploités historiquement par, Brigitte et Dominique Aubert. Il y a donc, le Prado et le Chambord de Marseille, les Variétés et le Rialto de Nice, ainsi que l'Olympia de Cannes. Mais transfert au sein même du transfert, ce dernier a été cédé dans la foulée à Philippe Boris Combré, qui s'implante un peu plus dans la commune, cannoise, étant donné que, avec son circuit, Ciné-Planète, il possédait déjà, Cinéum le notamment. Cinéum de Cannes ainsi que, l'Arcade. Mm. Pour revenir à De Juste et Dantec, ces derniers accentuent leur présence à Marseille. Ils étaient déjà associés, sur l'Arpex Canebière et les Variétés. On parle bien ici des Variétés de Marseille et non de Nice, et ils deviennent par ailleurs, les 2e exploitants marseillais, juste après Pathé. Bon, donc une montée en puissance. On a aussi une montée en puissance du côté des Pays de la Loire avec deux ouvertures majeures. Oui, alors on va commencer par, l'événement, le plus récent au moment de la diffusion de cette émission, c'est-à-dire avec, l'ouverture du nouvel établissement, de grand écran à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Il s'agit du 3e de la famille Friedman dans la région, après ceux de Montaigu-Vendée et de La Chapelle-sur-Erdre. C'est un donc le groupe remplace l'historique mais vieillissant, cinéma Renaissance par un site flambant neuf de, 5 salles et 750 fauteuils, et ce nouvel écrin qui par ailleurs cherche, une certaine autonomie énergétique à travers l'installation de 500 carrés de panneaux photovoltaïques. Eh bien, donc le grand écran ambitionne entre 130 000 et 150 000 entrées, annuelles. Maintenant, on va remonter un peu plus dans les Pays de la Loire, on va atterrir dans le Maine-et-Loire, où cette fois-ci c'est, Cinéville qui, ouvre ce 21 novembre son cinéma à Beaupréau en Mauges. Il s'agit d'un établissement de 5 écrans et 686 fauteuils. C'est le deuxième de Cinéville dans le département après celui des Ponts-de-Cé, et surtout le huitième du circuit au sein de la région. Et donc Cinéville accentue sa position de circuit leader au sein du Pays de la Loire. Le directeur général du groupe, Yves Sutter, ambitionne à peu près 140 000 entrées annuelles, bien que comme on sait, le marché actuel perturbe un peu toutes ces prévisions, surtout que, l'étude, dans ce cas-là, avait été faite, avant covid. Ouais, alors on va faire comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. On est parti de Marseille, on va finir dans le nord. C'est ça, le Nord, dont je reviens, j'y étais, la semaine dernière. Tu y étais aussi d'ailleurs, J'y étais Laurent, également, oui. à Arras pour, les, 19e Rencontres du Nord, organisées par, la Chambre syndicale des cinémas du Nord et du Pas-de-Calais. L'événement se tenait en marge du Arras Film Festival, et à cette occasion, la ville d'Arras et Mégarama ont dévoilé, les contours, du, nouveau, cinéma Mégarama, qui est entendu pour 2028. Il s'agit d'un multiplex, de 12 salles et plus de 2 000 fauteuils, qui viendra remplacer l'actuel Mégarama d'Arras, situé sur la Grand Place, mais qui, avec ses 6 écrans, commençait à être un peu sous-dimensionné pour accueillir tous les spectateurs et tous les films. Donc le groupe de Jean-Pierre Lemoine a expliqué que le cinéma, va pas mal miser sur le premium, avec une salle 4D Immersion et les 2 concepts, premium de Mégarama, Orion et Horizon THX, et on devrait attendre, environ, 450 000, 500 000 entrées. THX comme THX, THX comme THX, celui des effectivement, années 90 qu'on a tous aimé. exactement. Alors, merci pour ce tour de l'exploitation. Côté distribution, et on l'avait évoqué lors de la précédente émission, quand on a reçu Christophe Courtois, il y a un nouvel entrant qui s'annonce. Et oui, Amazon MGM va distribuer des films en France, et d'ailleurs, on se souvient lors du dernier, CinemaCon que, le studio avait, tenté de rassurer, les exploitants en promettant qu'il allait accentuer son engagement vers les salles. C'était, en face des exploitants américains, mais cette fois-ci, on a la preuve que la stratégie d'Amazon MGM est bien globale, et justement, d'après une information qu'on est en mesure de confirmer,
C'est Marion Pistorizi qui va rejoindre le néo-distributeur en tant que Head of Marketing Theatrical. Cette dernière officiait auparavant chez Warner en tant que, VP Marketing Theatrical et justement Warner, parlons-y, Marion Pistorizi, va partir pour Amazon. On a vu aussi précédemment Christina Batley qui était partie, pour, Studio TF1 et donc la Major a décidé de réorganiser son équipe. C'est aussi une information qu'on est en mesure de confirmer. On a donc Bruno Pérez qui est nommé en tant que vice-président marketing Cinéma France, Shema Selmi qui devient directrice de la stratégie de distribution France, distribution cinéma et Lucie Grémont qui occupe désormais, le poste de directrice de la programmation et des opérations. Et nous les félicitons pour ces nominations. Bravo. Exactement. Bravo à tous. Et information complémentaire, qui est à nous celle-ci, c'est qu'il n'y aura pas a priori de directeur ou directrice générale de la distribution au sein de Amazon MGM Studio pour la France. En effet. C'est une organisation très à l'américaine. Mmh. Alors, MGM Studio, c'est centenaire, l'AFK ne l'est pas, mais néanmoins, ils vont fêter leurs 70 ans. Et oui, c'est ça. Donc, l'AFCAE a dévoilé le programme de son colloque organisé du 3 au 5 décembre prochain à Paris, qui aura pour sujet la cinéphilie d'hier à demain. L'événement se tiendra dans différents lieux tels que le CNC, l'ENS ou encore le Collège de France et sera séparé entre différentes interventions d'acteurs du cinéma et table ronde. Nous vous invitons donc à découvrir le programme qui sera sur Box Office Pro et si vous voulez plus d'informations sur les inscriptions, vous pouvez aller sur le site de l'AFCAE, vous aurez tout. Très bien. Merci beaucoup, Jules. Et on va faire un tour par les chiffres maintenant. C'est ça. Émilien, Ouais. je crois que tu as passé un très bon week-end. Écoute, je suis très content finalement de faire cette émission lundi parce que je vais pouvoir annoncer au moins des bons chiffres. En tout cas, des chiffres qui mettent un peu de baume au cœur. Parce que oui, on a connu un week-end qui reprend quelques couleurs cette semaine, avec, on va le voir sur le graphique, une légère augmentation de la fréquentation par rapport à la semaine dernière, ce plus 7%. Notre fréquentation, c'est cette ligne rouge. Les lignes en pointillés, c'est 2023-2024. On le voit, on est toujours en dessous des normales des saisons précédentes. Mais c'est surtout un week-end qui a été dominé par un très bon samedi dimanche global pour les nouveautés, mais aussi pour les continuations. Et notamment pour une certaine nouveauté, Insaisissable 3, on le voit là, ici à l'écran. C'est ces entrées telles qu'on les voit, nous, et qu'on les suit au jour le jour sur Box Office Live avec nos outils. Et donc là, cette courbe rouge, vous le voyez sur ce vendredi, samedi, dimanche, qui est bien au-dessus des comparables, alors qu'on avait un mercredi, jeudi qui ressemblait plutôt à des tendances qu'on voyait sur Twisters ou SOS Fantôme. Donc un samedi dimanche assez impressionnant, avec des entrées par séance qui explosent. On est à presque 60 entrées par séance sur le samedi et le dimanche, avec une moyenne globale de 38 entrées par séance pour Insaisissable 3. Ce sont des très bonnes performances. Des très bonnes performances, comme je vous l'ai dit, qui sont également le cas pour les autres nouveautés. La Bonne Étoile, le Gang des Amazones et les Aigles de la République. Tous trois qui sont à peu près autour des 20 entrées par séance sur ce samedi-dimanche également. Donc plutôt de bonnes nouvelles. Du côté des continuations, on notera de notre côté les toujours très bonnes tenues de La Femme la plus riche du monde, L'étranger et L'inconnu de la Grande Arche, qui perdent moins de 40% encore par rapport au précédent week-end. Donc toujours une belle tenue. On notera également toujours la très bonne tenue des titres animation, Hopper, mais aussi Le Roi des Rois, le titre animation de Sage Distribution qui semble prendre le relais de Sacré-Cœur dans son marathon de la tenue. Ouais, décidément, alors c'est une source inépuisable de jeux de mots, mais on va dire que c'est du pain béni pour les salles, dans une période qui est traditionnellement, depuis quelques semaines, plus difficile. En effet, dans le milieu des bonnes surprises qu'on arrive à retirer de ces semaines de fréquentation un peu difficiles, il y a évidemment les performances des deux films sages, Le Roi des Rois, qui arrive avec les chiffres à date à 126 000 entrées sur ce dernier week-end, et également, évidemment, celui dont on a parlé pendant les quelques dernières semaines, Sacré-Cœur, qui cumule 432 000 entrées sur ce dernier week-end. Des films qui signaient des très belles performances week-end après week-end, notamment Sacré-Cœur, il enchaînait et semaine après semaine, il enchaînait des performances à 30 entrées par séance de moyenne, semaine après semaine. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est une tenue en entrée par séance que seuls les gros titres porteurs ou avec un excellent bouche à oreille comme Les Graines du Figuier Sauvage ou Céléman
peuvent faire et réussissent à réaliser sur ces dernières années avec évidemment hein, une combinaison de programmation qui est relativement différente, mais quand même, un Sacré-Cœur avec quand même une très belle combinaison de prog. Avec ces deux films, Sage est désormais certain de battre son record d'entrée au box-office français cette année, avec déjà plus de 500 000 entrées cumulées sur l'ensemble des films sortis cette année. Ils vont battre donc leur record de 2023, comme on peut le voir à l'écran, hein, qui cumulait 515 000 entrées. Avec, on s'en souvient déjà à l'époque, 2 films dont la curiosité et les polémiques hein, qui les entouraient avaient boosté la fréquentation. Le premier, Vaincre ou mourir, 306 000 entrées. Le deuxième, Sound of Freedom, qui avait aussi beaucoup eu d'échos venant des US, hein, 134 000 entrées. Alors, est-ce qu'on est en train de voir une vraie percée du cinéma communautaire catholique ou de simples événements et autres feux de paille? On peut évidemment s'interroger sur le modèle de cinéma hein, qui semble pour l'instant surtout fonctionner en France grâce au battage médiatique qui l'entoure. Toutefois, aux États-Unis, le succès des faith-based movies, comme on dit là-bas, n'est plus à démontrer. Avec un modèle économique opportuniste, hein, des budgets de production serrés pour souvent des films qui triplent leur budget avec leurs recettes mondiales. En 10 ans, cette typologie de film est en train de se structurer plus globalement, avec évidemment Angel Studio aux États-Unis, hein, ceux qui ont sorti Sound of Freedom, mais aussi des filiales, hein, les filiales de Sony par exemple, Affirm Films, ou encore celle de Lionsgate, Kingdom Story Company. Et on a vu encore récemment aussi, de l'autre côté de la Manche, Kova, qui s'est présenté pour distribuer les films de Angel Studio. En France, on l'a vu cette année, Sage s'est lancé dans la production également, hein, avec plus ou moins de succès. Hein. Est-ce que ces bonnes performances du Roi des Rois, on le voit là, sorti d'ailleurs, hein, on le note hein, sur une période relativement creuse, hein, parce qu'ils sont hors de la période des vacances de la Toussaint, hors des périodes de vacances de Noël. Est-ce que cette bonne performance pourrait venir confirmer donc une tendance plus structurelle d'un réel appétit hein, des spectateurs pour les films de culte? Je pense qu'il est encore un peu tôt pour le dire, hein, et les performances des autres titres sages, notamment, sont là pour l'instant confirmer qu'on reste encore sur des bons coups opportunistes qui profitent probablement aussi du regain de conservatisme en France, hein, mais aussi au niveau mondial. En tout cas, c'est déjà une année réussie pour Sage et on surveillera du coup leur documentaire, la sortie de leur documentaire Je suis l'Immaculée Conception en décembre. Voilà, qui sera effectivement le prochain. Et on aura peut-être la confirmation. Merci beaucoup, Emilien, pour cette analyse. On va suivre de près donc, cette sortie en décembre, mais en décembre, il y en aura d'autres qu'on suivra de près et dont on espère des choses miraculeuses par ailleurs. Et maintenant, je vais me tourner vers un autre sage, Jérôme Henrico, qui est notre invité. Jérôme, bonjour, merci d'être avec nous. Ouais, mais non, c'est avec un grand plaisir. Vous êtes réalisateur, président de l'ARP, qui est une société des auteurs, réalisateurs et producteurs. Avant peut-être qu'on aborde le fond de vos sujets et qu'on débriefe ces 35e rencontres, qu'est-ce que ça vous inspire, le succès de Sacré-Cœur ou du Roi des Rois et on voit ce développement du cinéma catholique, comme il y avait déjà, on connaissait le rock catho, maintenant il y a le cinéma catho. Ça me raconte sans doute une forme de radicalisation de la pensée, mais en même temps ça me raconte finalement la diversité de notre cinéma et la possibilité qu'un tel cinéma existe, ce qui finalement par rapport au système que nous avons et que nous défendons me semble plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas l'impression que ça soit un phénomène structurel, mais ça veut dire que ce cinéma-là aussi peut exister et c'est plutôt une bonne chose, quoi, en fait. Mais il est peut-être aussi le reflet, effectivement, comme d'ailleurs le disait Emilien il y a quelques instants, le reflet d'une époque et d'un contexte social qui est un peu tendu et qui a été d'ailleurs beaucoup au cœur des échanges que vous avez pu avoir au Touquet, puisque Absolument. Les rencontres se tiennent au Touquet. Et il y a beaucoup de discussions autour de la démocratie et des enjeux que ça représente. Comment est-ce que, dans ce contexte, le cinéma peut aider et comment est-ce qu'on peut aider le cinéma ? Alors, vaste question. On a 43 minutes de Non, je pense que le cinéma, sa diversité, en tout cas en France et en Europe,
est un garant de démocratie, d'expression des différentes souverainetés, etc., auxquelles on est tous attachés. Et comme chacun le sait, on a un modèle absolument unique au monde qui a fait que notre cinéma a survécu à de multiples attaques, crises, etc. On a le 3e cinéma au monde, enfin en termes de coproduction, donc tout ça a permis de survivre là où d'autres cinémas qui étaient pourtant extrêmement importants, je pense au cinéma italien d'après-guerre des années 70, se sont effondrés avec l'arrivée de nouveaux entrants télévisuels à l'époque. Mais donc nous, on est confrontés aussi un peu à une période comme celle-là, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux entrants, plateformes, streamers, gratuits, payants, etc., qui sont arrivés, qui ont bouleversé évidemment l'écosystème français et européen, et que justement maintenant, c'est comment on peut les faire rentrer dans nos règles, comment on peut leur faire accepter nos règles, leur donner envie. On a un marché important, etc. Et c'est une vraie, c'est un vrai enjeu démocratique pour que l'Europe existe tout bonnement, et surtout face à des attaques répétées outre-Atlantique de l'administration Trump, puisque aujourd'hui on dérégule tout, et ils ont évidemment envie de déréguler les plateformes, etc., pour qu'elles puissent se tailler la part du lion sur ce marché important qu'est l'Europe, et aussi, de notre point de vue, par rapport à une position extrêmement timorée de la Commission européenne, qui est un peu prêt à mettre dans la balance le cinéma contre quelques voitures, ou etc. Et on a peur de ça, quoi, en fait. Et on pense que c'est vraiment le moment de tirer le signal d'alarme et de dire on a un système vertueux qui fonctionne, qui s'autofinance, etc. Il faut le défendre, et il faut le défendre face à toutes ces attaques, et il faut le porter, cette voix, à la Commission européenne. Et donc, oui, il y a des nuages qui s'amoncellent, mais en même temps, il y a des raisons et il faut porter cette parole-là, nous semble-t-il, sur la défense de notre cinéma et donc de la démocratie, à cause de cette diversité du cinéma qui permet à des films comme ceux produits par Sage d'exister aussi, quoi, d'une manière paradoxale. Oui, mais c'est tout l'intérêt. Ouais, et un système et un modèle français qu'on veut continuer à préserver évidemment, mais dont on a vu, et ça a été le cas dans des discussions à l'ARP aussi, qui est attaqué aussi à l'intérieur, pas uniquement à l'international. Est-ce que vous voyez que c'est un combat qui est de plus en plus difficile pour essayer de préserver au moins ce modèle-là ? Comme vous le dites, on se sent un peu attaqué de toutes parts. C'est-à-dire qu'il y a ces attaques internationales, il y a la Commission européenne qu'on trouve un peu fragile, enfin, ou pas très précise, ou pas très claire, et puis il y a des attaques intérieures, puisque le Rassemblement national prône la privatisation du service public, qui est pourtant un support essentiel dans la création cinématographique et la production cinématographique, prône la disparition du CNC. Ce qui est absolument dément et qui fout en l'air tout notre système. Et pour des gens qui parlent de souveraineté nationale, on trouve ça un peu énorme, quoi. C'est-à-dire que donc il faut absolument se bagarrer contre ça. Il faut se bagarrer pour que le CNC continue d'exister, pour que ce système très vertueux qui, à travers des taxes prélevées sur les entrées et qui finance le cinéma, continue d'exister, donc le CNC, et que le CNC ou cet argent accumulé ne devienne pas simplement un endroit de ponction de l'État, ce qui s'est produit l'année dernière à hauteur de 500 millions, ce qui risque de se produire cette année, pour l'instant, à hauteur de 50 millions, mais on aimerait bien que ça se plafonne. Oui, bien sûr, participer à l'effort national, ça nous semble normal, mais en revanche, que ça devienne une espèce de caisse non. Et surtout qui défend ce système, qui défend encore une fois la production indépendante, notre diversité du cinéma. Je trouve que c'est que le film de Jafar Panahi représente la France aux Oscars, et quand même raconte ce que nous sommes, quoi, en fait. D'ailleurs, c'est toujours frappant, pour revenir là-dessus, de voir à Cannes que les films étrangers, la plupart du temps, ont des investissements français dans leur production. Donc on irrigue vraiment beaucoup. On est des très gros coproducteurs du cinéma européen, méditerranéen, voire mondial, quoi, en fait. Il y a aussi un autre domaine au sein du cinéma où la sonnette d'alarme a été tirée, c'est l'éducation à l'image. Comment est-ce que vous, en tant que réalisateur-producteur, à l'ARP, vous percevez justement toutes ces inquiétudes et toutes ces attaques que cet environnement subit ? Alors moi, à double titre, parce qu'en plus, je suis directeur d'une école de cinéma. Et en plus, donc, je suis doublement sensible à la question. Et c'est vrai que ça fait partie du même
du même tableau global, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment défendre dans sa spécificité. On a effectivement un système d'éducation à l'image, comment dire, d'initiation des jeunes à la culture du cinéma, etc. Et c'est ça qui forme les spectateurs du futur. Donc il faut surtout pas y toucher, il faut même le renforcer et continuer d'alimenter les gens qui remplissent nos salles de cinéma. C'est une chose très importante qui a été dite, je pense, au cours des rencontres. Ce qui crée la valeur d'un film, exploité ensuite sur des plateformes, à la télé, etc., c'est la salle. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est extrêmement important de protéger la salle, et donc de créer un public qui va être le public de demain, et qui va aller voir des films, avoir une connaissance du cinéma, et continuer de se battre pour cet art-là, quoi. Ouais. Il va y avoir un sujet quand même d'investissement et de volonté politique quand Oui. même pour porter ça. On sait qu'il y avait dans le précédent gouvernement, et d'ailleurs il y a eu le rapport Geffray, on voit qu'il y a une action. Maintenant, Geffray est ministre donc, de l'Éducation nationale, donc on espère que tout ça va porter ses fruits. Pour en revenir quand même sur quelque chose que tu évoquais tout à l'heure, on parle de l'Europe. Est-ce que c'est le manque d'intérêt de l'Europe pour le cinéma? Est-ce que c'est l'effet du lobbying des plateformes et des gouvernements américains? Est-ce que c'est une question de sensibilité politique générale et d'évolution politique? Est-ce que c'est une question d'incompréhension aussi? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut réexpliquer, et c'est pareil en France d'ailleurs, Absolument. qu'il faut réexpliquer sans arrêt la même chose. Je pense qu'il y a une question de lobbying très fort des plateformes américaines, etc., à Bruxelles. Mais je pense qu'il y a aussi une incompréhension. Alors, notre voix est portée par des députés qui défendent, je pense à Emma Rafovic, je pense qui défendent la culture, le cinéma, etc., etc. Mais souvent, il y a une grande méconnaissance des choses. Moi, je suis assez surpris parce que je suis allé il n'y a pas longtemps en Espagne au Festival de San Sebastián pour parler justement des cinéastes en Europe et les Espagnols découvraient avec surprise la forte réglementation que nous avons en France. Alors, pourtant, on est quand même deux pays voisins. Et le plus qu'on avait, les obligations qui étaient les nôtres par rapport aux plateformes, etc., etc., là où ils ont le cinquième de ce que nous avons, quoi, en fait, de ce que nous obtenons. Et encore une fois, donc c'est un débat à porter à l'échelle européenne, parce que la France toute seule est une espèce de phare, mais il y a d'autres pays qui ne sont pas du tout sur ce système-là, et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Après, ce qu'on trouve un peu énorme, c'est que d'une part, alors est-ce que je pense, espérons que c'est de l'incompréhension ou de ne pas mesurer le poids de tout cela, mais le cinéma est passé du commissaire qui s'occupait de la culture au commissaire qui s'occupe des industries techniques. Donc ça, quand même, ça raconte quelque chose. Le programme Agora EU ne flèche plus ce qui mélange médias, etc., qui a augmenté son budget, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais il ne flèche plus du tout les budgets, vers quoi vont les budgets, et par ailleurs, n'a pas plus de critères sur l'indépendance, sur la diversité, etc. Donc, tout ça, c'est forcément c'est du lobbying qu'il faut faire, fort, puissant, et c'est important parce que je pense qu'on ne défendra pas notre système en France uniquement, mais qu'il faut l'exporter dans toute l'Europe par rapport au reste du monde. Enfin, en même temps, c'est un lobbying qui demande beaucoup d'argent. Absolument. Parce qu'en face, on a affaire à des acteurs qui dépensent Puissants, sans très compter. puissants. Ouais. Mais justement, notre idée est de nous rassembler, ce qu'on fait déjà, les syndicats de producteurs, les syndicats enfin, les associations de producteurs, réalisateurs, etc., pour financer ce lobbying à nous, à Bruxelles, et pour porter notre voix aussi avec des députés qui accompagnent notre démarche, etc. Et aussi à l'échelon national, en se bagarrant sur les mauvaises idées que sont la suppression du crédit d'impôt, que sont enfin tout ce qui récemment est venu attaquer ce système et ce modèle français, en rappelant que on a quand même pour 1 franc dépensé par l'État en crédit d'impôt, on rapporte à peu près 7 en termes de. Donc à un moment, il faut comparer des choses comparables, et auquel il faut ajouter, pardon, excuse-moi, mais auquel en plus il faut ajouter des revenus fiscaux complémentaires en plus des 7. Absolument. Donc on a quand même un système incroyable, et il faut vraiment se bagarrer pour le défendre ce CNC qui est absolument essentiel
dans la gestion de tout ça, le prélèvement des taxes, etc. Et à un moment donné, que l'État français s'intéresse un peu plus à ces questions, alors qu'on a une industrie absolument unique en Europe, quoi. Enfin, je veux dire, on fait les 2 tiers du chiffre de l'industrie automobile en France. On fait vivre 260 000 personnes. Enfin, je veux dire, c'est pas juste. C'est une vraie puissance et qu'il faut protéger, quoi. Et puis, et on reboucle avec le sujet précédent, c'est que c'est une vraie puissance économique, mais qu'en plus, en termes de valeurs véhiculées, Bien sûr. c'est Et en important. termes de culture, de souveraineté nationale, de De récit, soft power, hein. de soft power, absolument, c'est essentiel. Est-ce que tu as la sensation que les choses peuvent évoluer en Europe? On a vu, notamment post-Covid, que le CNC, enfin on a su plutôt que le CNC avait été plusieurs fois sollicité par d'autres pays pour voir comment ils pouvaient mettre en place des mécanismes qui s'apparentent un peu aux nôtres. L'Italie, notamment, je pense, a essayé à un moment de mettre en place une chronologie des médias assez piquante, on va dire. Ils ont rétro-pédalé parce qu'il y a des studios, et notamment un studio aux grandes oreilles qui a agi. Mais est-ce que tu sens en Europe, à travers les associations de confrères, une dynamique? C'est ce qu'on essaye de faire à travers les confrères, à travers même le ministère de la Culture, puisque juste avant le dernier festival de Cannes, initié par l'ARP, etc., mais par Pierre Jolivet, Rachida Dati, notre ministre de la Culture, a réuni tous les centres nationaux du cinéma des pays européens pour essayer de créer une force importante pour porter cette voix. Donc formidable. Enfin, je veux dire, défendons notre. Après, je pense qu'il y a des situations, et ça, il y a des situations qui ne sont pas les mêmes selon les pays européens. Il y a des endroits où il n'y a pas la diversité de financement que nous avons en France. Je pense par exemple à d'anciens pays de l'Est, à la Hongrie, où le système n'est pas. Donc, il faut s'adapter, il faut discuter, etc. Mais en tout cas, il est évident que... Alors, on sait bien que c'est le problème de l'Europe, c'est de parler d'une voix unique sur des sujets. Mais en tout cas, celui-là vaut vraiment... le jeu en vaut la chandelle, quoi, d'une certaine manière. Et d'arriver à fédérer au-delà des césures qui peuvent exister entre... ceux qui sont plus sensibles au système américain, au copyright, etc., et puis ceux qui sont plus près du système européen, enfin, nés en France, du droit d'auteur, etc., etc. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors on en parlera, je crois, après, mais c'est une vraie question aussi avec l'arrivée de l'IA et de toutes ces questions-là. Oui. Sachant qu'en plus, chaque État a sa politique, et parfois la bonne volonté s'oppose au pragmatisme économique dont tu parlais tout à l'heure, puisque c'est... donnant parfois, et que la culture peut servir de monnaie d'échange, notamment dans le dialogue transatlantique. Pour revenir un peu plus près de nous, mon Dieu, comme on dit chez Sage, Maxime Saada, qui était donc l'invité des rencontres, et qui est le président du directoire du groupe Canal+, a ouvert la porte à une augmentation des investissements dans le cinéma, et là je le cite, si les conditions sont réunies. Est-ce qu'elles sont connues, les conditions? Est-ce qu'il est possible d'y répondre favorablement? Alors, moi, je pense que, j'interprète un peu là, mais je pense que les conditions dont parle Maxime Saada sont des conditions de stabilité un peu plus grandes que celles qui existent aujourd'hui. On sait que la chronologie des médias est renégociée régulièrement, que donc ça empêche une visibilité à un peu plus long terme. Et que, par ailleurs, ces dernières années, comme on en a parlé tout à l'heure, un nombre incalculable de nouveaux entrants sont arrivés sur le marché, Amazon, Netflix, etc., etc. Et donc, par ailleurs, il y a eu un phénomène de délinéarisation des télévisions. Enfin, tout a été bousculé. Donc, on n'est pas dans la stabilité. Or, pour investir, on va dire, il faut une forme de stabilité, quoi, d'une certaine manière. On voit bien que les acteurs du cinéma sont fragiles, essayent de se refinancer. C'est l'histoire de l'arrivée de Canal+ dans le capital du GC. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et je pense que ce dont il parle, c'est une plus grande stabilité. Moi il m'a dit, mais moi j'aimerais qu'on puisse avoir une chronologie des médias qui dure 5, 6, 7 ans, quoi. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Et voilà, à part des plateformes. Alors, voilà, je crois, il y a une vraie envie de cinéma, etc. Il a expliqué lui-même que Canal+ pouvait vivre aujourd'hui sans le cinéma, mais que ça restait quand même l'élément prescripteur pour les abonnements qui ont augmenté ces dernières années, etc.
Donc je pense qu'il aspire, comme tout chef d'entreprise, à une plus grande stabilité du système, mais auquel on aspire tous, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on a quand même été très agité par les bouleversements technologiques. C'est pas fini d'ailleurs, parce que encore une fois l'IA mais je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça, quoi. Et pour moi, ce qu'il disait par les conditions, c'est une forme une certaine stabilité entre les nouveaux entrants, les acteurs historiques comme Canal, la télévision publique qui a vu ces derniers temps son budget restreindre de façon drastique, et qu'à un moment donné, il faut que les choses se stabilisent pour qu'on puisse... c'est un peu l'idée, je crois. Oui, il n'y a pas une notion d'équité aussi? Oui, il y a une notion d'équité. Alors ça, c'est un des gros problèmes de la chrono des médias. Et ça a été le problème de l'arrivée de Disney dans la chrono des médias. La place dans la chrono des médias est liée au pourcentage d'investissement, au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc évidemment, le chiffre d'affaires de Disney est beaucoup plus petit aujourd'hui en France que celui de Canal ou que de... Donc voilà. Alors après, d'aucuns peuvent dire rentrer à 9 mois avec un investissement qui représente 40 ou 50 millions d'euros, alors que Canal dépense 160, 150, autrefois 220 millions d'euros pour être 3 mois plus tôt. Est-ce que c'est bien logique? Mais c'est les règles qui ont été... Il faut comprendre qu'on est entre la concurrence et donc l'obligation que Canal s'est séparé de Disney à un moment donné. C'est plutôt l'inverse, je crois. Disney s'est séparé de Canal, peu importe. Mais qu'à un moment donné, donc, ils se sont retrouvés tous les deux sur le marché, et que les organisations professionnelles avaient un devoir, à cause de cette commission de la concurrence, etc., de discuter. Voilà. Après, on peut discuter de est-ce que c'est juste que ça soit simplement lié au pourcentage du chiffre d'affaires, etc., la place, le fenêtrage dans la chronologie des médias, mais voilà, il y a eu... C'est peut-être ça qu'il a envie de rediscuter, et l'équité et la place de ça. Mais je veux dire, de toute façon, la chronologie des médias et ces discussions autour de la chronologie des médias sont sans cesse un débat là-dessus, quoi, en fait. Oui. Et on a vu aussi qu'on a Netflix et Amazon qui, eux, ont déposé un recours, Sur l'extension de la chronologie des sur médias. l'extension de la chronologie. Voilà, il y avait aussi les questions de montant, valeur brute, en pourcentage qui est évoqué. Comment est-ce que vous appréhendez ces deux recours? Comment on les appréhende? En fait, on est, d'une part, parce que vous parliez tout à l'heure d'Amazon MGM entrant en distribution en France, on est plutôt très content de voir qu'ils s'intéressent à la salle et à la distribution. On est un peu inquiet de cette concentration verticale sauvage. On est un peu inquiet de ce que ça représente pour les indépendants, les distributeurs indépendants français, qui sont tellement importants pour la diversité du cinéma, etc. Mais en tout cas, on est plutôt content. Les seuls qui ne sont pas entrants dans cette démarche, c'est Netflix. Mais finalement, la chrono des médias favorise tout le monde, enfin, c'est-à-dire les nouveaux entrants, ceux qui n'ont pas envie d'entrer, type Netflix. Alors, il faut trouver le bon équilibre. Peut-être qu'il est à rediscuter. Moi, je ne suis pas dans ces discussions de la task force, mais c'est un débat continuel et voilà, pour essayer de trouver une forme de stabilité qui stabilise et qui nous permette d'avoir des investissements plus forts dans le cinéma, etc. On est forcément, d'abord, on est obligé de les laisser entrer, c'est la loi du commerce mais par ailleurs, on ne peut être que content de l'arrivée de nouveaux acteurs dans notre système à partir du moment où ils se plient à nos règles, puisque on a des règles. Voilà. Donc le tout est on a un vrai débat, un vrai sujet, par exemple, sur YouTube. Parce que là, on parle des payants, etc. Mais bon, YouTube, c'est quand même aujourd'hui une façon de consommer de la télévision énorme, sur lequel il y a déjà d'autres chaînes de télévision ils sont pas du tout dans le système, quoi, pour le coup. Ils payent des taxes de GAFA qui ont été augmentées, mais ils sont pas rentrés dans l'écosystème vertueux. Et c'est pour nous tout le monde pense que ça, et même eux, je crois, sont prêts à le penser, qu'à un moment donné, ils se doivent de rentrer dans ce système-là, puisque c'est un ensemble, en fait. On invitera Justine Rist pour en parler un jour. Qui était là-bas, d'ailleurs. Mais c'est ce qui nous a... et Justine Rist, et ils sont venus en force, YouTube, pour porter la parole là-bas. Et ils étaient très contents, je crois, de rentrer, disons, dans ces rencontres où on sait qu'il y a à peu près tout le cinéma français, quoi, et de participer, d'être invité à ce débat. Donc ça veut dire qu'il y a cette envie.
de rentrer. Maintenant, il faut organiser le mariage. Il y a toujours d'ailleurs, c'est assez bicéphale presque ces sociétés, ces grandes sociétés américaines, parce que d'un côté, ils font des efforts pour s'intégrer dans notre écosystème. Mais de l'autre, et je pense notamment à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nous, c'est-à-dire à Bruxelles, ils font des efforts via les Américains c'est très paradoxal. pour se contrecarrer. Donc c'est quand même assez. Et par exemple, on sait tous qu'avec Amazon, on n'arrive pas à avoir des chiffres précis puisqu'il y a le Amazon Prime et la versus cinéma, Prime Vidéo, et que c'est très compliqué d'avoir des chiffres là-dessus, et qu'il y a un manque de transparence évident, et où à un moment où comment dire, les affaires, le monde des affaires se bute, plutôt le monde du cinéma et de la culture bute contre le monde des affaires et de la clarté, de la transparence dont on a besoin justement pour créer des règles justes qui permettent d'être plus juste dans cette chronologie des médias, etc., quoi. Alors, l'un des mécanismes précieux de la chronologie des médias, c'est les obligations. Donc, il y a la fameuse TST, la taxe sur les services de télévision, qu'on soit distributeur de télévision ou éditeur, donc éditeur TF1, M6, Canal+, et distributeur Free, Orange, etc. Depuis ce qu'on appelle les SMAD, les services de médias audiovisuels à la demande, sont assujettis à ces obligations, et l'ARCOM a publié pendant les rencontres que l'ARP organisait les chiffres des obligations. Et sur l'année 2024, le montant s'est porté à 1,6 milliard d'euros, avec une augmentation de 1,5 par rapport à 2023, et des chiffres qui sont largement portés par les SMAD, qui pèsent pour presque 400 millions d'euros, une augmentation de 18. Comment est-ce que tu analyses ces chiffres ? Alors d'abord, nous, on est content de voir que les obligations des SMAD sont remplies, en fait. C'est ça que ça raconte dans un premier temps, et que, c'est ce que disait Ashdari, le président de l'ARCOM, là-bas, c'est que autant qu'ils puissent en juger avec les premiers chiffres de 2025 qu'ils ont, on est sur la même ligne pour l'année à venir. Donc, ça, on ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter, puisque c'est le boulot de l'ARCOM, etc. Après, il y a une vraie question sur la place du cinéma et la place de l'audiovisuel dans tout cela. On voit bien que la place de l'audiovisuel est de plus en plus grande, de plus en plus importante. Elle représente même la majeure partie des investissements des SMAD, sauf Disney. C'est 80-20 sauf Disney qui est à 50-50 parce que ils sont intéressés par le cinéma. C'est ce qui les intéresse en premier lieu, c'est de pouvoir diffuser leurs films sur leur plateforme. Donc il y a ce déséquilibre là, et comment on fait pour comment dire, on a la valeur d'un film est donnée par son passage en salle. Il a marché, il n'a pas marché, c'est ce qui fait sa valeur ensuite au cours des ventes à l'étranger, etc., etc. Donc il faut préserver la salle, il faut préserver le cinéma. On sait aussi par ailleurs que, je dis ça parce que moi-même j'ai fait de la série télé, etc., on est tous à cheval sur les deux mondes. Enfin, on a fait où je pense à Olivier Marchal, où je pense à fait des films qui l'ont conduit à faire des séries, et maintenant il fait plutôt beaucoup de séries, mais je veux dire, les deux mondes sont, et c'est souvent le cinéma, la qualité de cinéaste qui donne sa valeur au produit qui est fait. Enfin, je veux dire, on sait bien que... Donc, il faut arriver à maintenir cet équilibre. On a eu, par exemple, quelques mots tendus à propos, justement, de l'accord Disney avec le syndicat des l'USPA, je crois, parce qu'ils ne trouvaient pas normal que le cinéma prenne autant de place dans le truc. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ça soit tout le temps comme ça, etc. Oui, mais il y a un vrai débat, il y a une vraie question là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être en guerre avec des gens qui font plutôt de la télévision ou de la série et des gens qui font du cinéma. Enfin, je veux dire, en plus, on est beaucoup à faire les deux, quoi. Sidney Dumac était sur cette même chaise il y a quelques semaines, en était l'incarnation vivante. C'est que c'est un studio, enfin Gaumont n'est pas un studio, mais une société de production qui fait et de la fiction et audiovisuelle et du cinéma, avec des talents, Olivier Marchal d'ailleurs étant l'un d'entre eux.
pour reprendre aussi, il y a un autre point aussi qui a pas mal occupé les débats des rencontres de l'ARP, c'est celui des films du milieu. Donc, films du milieu, donc on considère qu'ils sont, dont le devis est entre 4 millions et 7 millions d'euros. Et il a été révélé d'ailleurs à travers une étude que, quand même une très grande partie des films du milieu n'étaient, pas rentables. Quelles sont les pistes pour, soutenir ces films dont, le problème est identifié quand même depuis un petit moment? Bah, c'est-à-dire que, en fait, on pense que les films du milieu, plutôt entre 5 et 7, je dirais. Enfin, mais bon, après, c'est des calculs d'experts. Mais ces films du milieu sont pour nous la rencontre entre un cinéma d'auteur et un cinéma populaire. Et donc destiné à rencontrer un public et donc à être des bonnes surprises. Voilà. Pour que ces films du milieu existent complètement, il faut qu'ils soient financés normalement, de manière à ce qu'ils puissent donner la promesse de spectacle nécessaire à la salle, etc. etc. Aujourd'hui, on voit bien, à travers les chiffres de l'UPC, on voit bien que ces films s'appauvrissent, qu'ils se font avec moins d'argent, qu'ils sont pénalisés parce qu'ils ne bénéficient pas des mêmes conditions que les films en dessous de 4 millions. On ne peut pas pratiquer les mêmes salaires, on peut pas. Donc c'est pénalisant. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec Radu Miaïnou qui est en train de tourner typiquement un film du milieu. Et il disait, Jérôme, c'est embêtant parce que par exemple, on ne peut pas, on a un problème, on a un gap de 300 000 euros. Et on ne peut pas trouver de système parce qu'on n'a pas la possibilité de baisser les salaires, on est contraint et on n'a pas d'aide de ce côté-là. Donc c'est un vrai sujet et qui est lié pour nous à l'indépendance et peut-être justement au succès de la fréquentation ou pas en salle. Et donc peut-être de l'insuccès de cette année, enfin, ou des moins bons des résultats en salle, c'est-à-dire une fragilité de ce cinéma-là. Pour nous, ça concerne évidemment la production de ces films du milieu et les gens qui les produisent, c'est-à-dire des indépendants. Et ces indépendants, c'est ce que racontait en tout cas l'analyse de l'UPC, c'est que ces indépendants, ils financent de plus en plus sur fonds propres ou en utilisant leurs fonds de soutien, sans se payer des salaires producteurs. Donc il y a une vraie fragilisation. Et le fait que ces films, qui étaient tournés autrefois en 40 jours, sont tournés aujourd'hui plutôt en 32 jours, ça prouve qu'à un moment donné, en 32 jours, on a moins l'opportunité de faire du spectacle qu'en 40. Enfin, je veux dire, tout le monde comprendra ça. Donc, à un moment donné, c'est cet équilibre-là. Et nous, on défend que ce cinéma du milieu, même si j'aime pas trop la terminologie, mais enfin, ce cinéma-là du milieu, il est une identité française et européenne, et il est sans doute la source de grands succès cinématographiques. On parlait d'un petit truc en plus tout à l'heure, on parlait voilà, et c'est là d'où viennent des surprises incroyables qui finissent par exister, et il est mis à mal aujourd'hui, et c'est une question sur l'indépendance aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un phénomène que les indépendants, pour survivre, se regroupent dans d'énormes structures type Media One, type Fédération, ce qu'on appelle nous les super indies. Est-ce que une fois qu'on est là-dedans, on est toujours indépendant? Est-ce que c'est une vraie question, quoi, en fait? Et est-ce que on commence parce que l'indépendance, c'est pouvoir traiter des sujets différents, etc., etc., etc. À partir du moment où on rentre dans une structure qui a porte ouverte avec les chaînes de télévision, est-ce qu'on est dans le même dialogue, dans le même échange? Est-ce qu'on ne doit pas formater un peu plus? C'est des questions, hein, mais je veux dire, c'est en tout cas des questions qu'on se pose, et voilà, et qu'à un moment donné, on a besoin de conserver cette indépendance qui est vraiment la richesse de notre cinéma français, européen, semble essentielle. Et dans ce contexte, en tout cas dans les discussions, hein, Manuel Aldu était dans cette table ronde autour des films du milieu. Il consentait qu'il y a aujourd'hui les attaques sur le service public et sur France Télévisions aujourd'hui, notamment sur leur budget, pourraient potentiellement avoir des conséquences, eux, sur leur budget de financement. Stéphane Sidbon-Gomez a même annoncé une baisse de 5 millions sur les 60 millions des financements du cinéma sur 2026. Ou la privatisation. Quelles sont les conséquences directes pour vous? C'est un appauvrissement des sources de financement du cinéma. Ouais. Qu'est-ce qui fait? On reparle de diversité, d'indépendance, etc. C'est la multiplicité des sources de financement. C'est ça qui crée la variété de notre cinéma, etc. C'est qu'il y a beaucoup de guichets, en fait. Si on commence à les épuiser les uns après les autres, si le service public, qui est un acteur majeur, hein, après Canal+, c'est l'acteur le plus important,
n'a plus les moyens de financer. Je veux dire, alors là, on donne un grand coup dans la diversité, et on sait très bien que si le service public devenait privé demain, eh ben, il rentrerait dans une économie de moyens, de questions de rentabilité, etc., qui alors nous éloigne encore plus de tout cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle français, le système français va s'appauvrir, ça veut dire que la diversité va se réduire, ça veut dire que vont se produire quelques grosses machines, etc., quelques tout petits films. Par exemple, l'histoire de Souleymane, gros succès en salle, le film de Boris Lochkin, qui était d'ailleurs un des coprésidents de ces rencontres de l'ARP, il n'a existé que grâce à Canal+, quoi. Personne n'a voulu y aller, quoi, en fait. Mais c'est ça qui est le système formidable en France. C'est que tout d'un coup, des films et qui aurait dit que le film de Boris Lochkin allait faire, je crois, 700 ou 800 000 entrées, plus même, en salle. Et c'est cette formidable variété du cinéma que tout le monde nous envie, quoi. En fait, y compris les réalisateurs américains. Et la baisse des budgets chez France Télé risque d'impacter fortement la filière documentaire également. Énorme. Qui est peut-être la première en ligne de mire. Documentaire, animation aussi. Ouais. Enfin, non, c'est sûr. Donc ça aura des conséquences. Autre sujet qui risque d'avoir des conséquences, on l'a effleuré tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Alors, impact évidemment en matière de tournage, comment on tourne les films, comment on les post-produit, toutes ces choses-là, et impact aussi d'un point de vue juridique et en termes de protection des œuvres et des auteurs. On en est où ? Nous, on pense deux choses. C'est-à-dire que, d'une part, dans les effets spéciaux, etc., l'intelligence artificielle est là depuis longtemps, en fait. On multiplie les figurants grâce à ça, on fait des tas de choses avec l'intelligence artificielle. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, vu les évolutions dernières de tout ça. Et nous, on voit ça plutôt comme une chance, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cinéma européen, le cinéma français, va peut-être pouvoir se payer ou se fabriquer des choses à des coûts possibles que pouvaient simplement se produire des superproductions américaines, etc. Donc c'est un outil, pour nous, intéressant. C'est un outil de prévisualisation intéressant, même si pour l'instant il est encore flou et voilà. C'est un outil qui pose des problèmes aussi, par exemple dans des secteurs très précis comme le doublage, comme le sous-titrage, la traduction, etc. Où là, oui, je pense qu'il va y avoir une mutation des métiers, etc. et qu'il faut s'adapter, etc. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et derrière l'utilisation vertueuse de ces outils comme des outils? C'est la rémunération. C'est-à-dire que tout le modèle de ces IA a été pensé sans jamais rémunérer les auteurs qui ont fourni les données d'entraînement aux machines d'une part, et qui ensuite peuvent même se retrouver dans les résultats sortant des machines, images, sons, musique. Voilà, il y a eu un procès fameux récemment, comme vous le savez, de la SACD, je crois, allemande, qui a gagné, parce qu'elle a réussi à prouver qu'il y avait un plagiat fait par une des machines, etc. Mais pour nous, l'urgence, c'est d'asseoir à table les grandes entreprises de la tech, etc., et de les faire rentrer dans la rémunération. Alors, c'est un débat compliqué, techniquement compliqué, parce que comment on fait est-ce que c'est une forme on n'est pas du tout sur la licence globale, mais est-ce qu'on veut une forme de copie privée ou de choses comme ça? Voilà. Est-ce qu'on veut taxer ces données d'entraînement et les répartir en fonction d'un prorata par des sociétés comme la SACEM, etc., etc. On a des discussions avec ces acteurs-là, mais on veut rapidement que toutes les sociétés deviennent vertueuses, éthiques, et que ça nourrisse finalement les auteurs. Alors là, je pense aux cinéastes, mais aussi aux écrivains, aux musiciens, etc., qui ont fourni la base de tout cela. Et on sait tous en plus que même dans le concept de l'IA et des grands géants de la tech, à partir du moment où il n'y a plus d'auteurs pour nourrir d'œuvres nouvelles humaines, les machines, elles s'appauvrissent. Aujourd'hui, il y a un truc assez incroyable, c'est que pour la première fois depuis le nombre d'œuvres créées sur Internet par les IA a dépassé celui des choses créées par voilà. Et à un moment donné, ça va s'appauvrir, ça va dégénérer, quoi, en fait. Donc, même de leur point de vue, ils ont tout intérêt à aider à la culture à exister. Et donc, à un moment donné, voilà. Sauf que c'est vrai que alors,
il y a un problème écologique extrêmement sérieux, tout le monde le sait. Il y a un problème, comment dire, de droit d'auteur et voilà. Et tout ça n'a jamais été réfléchi, pensé, imaginé dans aucun business plan de ces entreprises. Non, même les questions morales et éthiques, de toute manière, elles arrivent toujours après les Bien innovations sûr. technologiques, c'est comme la réglementation, elle Et arrive donc, toujours en nous, dernier. on pense qu'il faut vraiment leur tordre le bras là maintenant pour qu'ils s'asseyent à table et pour qu'ils discutent. Alors, on discute largement de ça avec les sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM, SACD, etc., avec nos partenaires producteurs, etc., pour le cinéma en tout cas. Et c'est absolument essentiel pour que l'IA puisse être un outil vertueux, intelligent et dont on puisse se servir sans avoir l'impression de spoiler la moitié de la planète, quoi. Sur un point de vue maintenant un peu plus global, on a eu Christophe Courtois dans la précédente émission et ben, il a évoqué des conséquences et de la souffrance des distributeurs pour cette année très complexe au niveau de la fragmentation. Comment est-ce qu'aujourd'hui se passent les discussions entre distributeurs et producteurs? Comment elle se passe? Alors, d'une part, c'est ce qui ressortait aussi des échanges qu'on a eus au Touquet, c'est que proportionnellement, les distributeurs ont plus aidés par les subsides du Centre national. On voit bien que les budgets du Centre national du cinéma sont allés plus en faveur des aides à la distribution, en proportion, hein, que à la production, d'où un déséquilibre. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez quels sont les rapports des producteurs et Ouais, c'est vrai qu'on évoque beaucoup notamment les tensions qu'il y a entre distributeurs et exploitants. Est-ce qu'il y a aussi des tensions sur les discussions entre distributeurs et producteurs? Bah, enfin, c'est un secret de polichinelle, mais enfin, il y en a toujours eu. Je veux dire, Elles sont peut-être plus fortes c'est- aujourd'hui elles sont dans plus un fortes. marché, parce que les producteurs ont pu être gourmands par moment quand ils voyaient que le marché et la fréquentation se portaient bien. Dans un contexte beaucoup plus tendu, les distributeurs ont quand même beaucoup plus, et c'est naturel, Bien la sûr. main sur le porte-monnaie et avec des minimums garantis qui sont peut-être un En peu baisse. en baisse. Oui, oui. Alors, il y a ce problème-là. Il y a ce problème-là qui donc pose un rebours, un problème de financement du cinéma, etc. Et c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, baisse de la fréquentation cette année assez forte, etc., fait que les discussions et le montage des films même est beaucoup plus compliqué. Mm. On voit que les choses prennent plus de temps, qu'il y a des films qui devaient se faire et qui se font pas, que la situation générale est plus complexe. Voilà, donc, mais c'est lié au marché, quoi, j'ai envie de dire. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas dans une période extrêmement. Et puis, aussi aux menaces lointaines qui pèsent sur tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si le Rassemblement national arrive au pouvoir dans 2 ans? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je parle sur notre politique culturelle et cinématographique. Et on sait qu'aujourd'hui, les films sur lesquels s'engage un distributeur ou un producteur, c'est des films qui vont sortir dans pratiquement au moment des élections présidentielles. Enfin, donc c'est une vraie question, quoi, en fait. Et je pense que c'est cette espèce de côté volatile. Bon, inutile. Ça fait 1 an qu'on n'a pas ou presque pas de gouvernement, donc tout ça n'incite pas à la tranquillité ou à la nécessaire, je pense, pour au monde des affaires, du cinéma aussi, etc. Et d'ailleurs, on a des tendances aussi au niveau cinématographique, un espèce de goulet d'étranglement, parce qu'on a une mauvaise fréquentation cette année. On se dirige aussi sur une année record en nombre de films sortis cette année. Ça pose la question évidemment de la durée de vie du film en salle. Comment on arrive à tous les positionner en salle et à les faire durer en salle. Vous, comment vous voyez cela alors? Ça a toujours été un problème générique, c'est-à-dire comment on peut... on pense que le numérique a amené une plus grande souplesse qui permettait justement de programmer les films autrement, etc. etc. Que c'est toujours une bagarre entre distributeurs et exploitants, programmateurs et exploitants, pour que les films aient une visibilité suffisante, on va dire, et la possibilité d'exister. Après, on est une industrie de prototypes, donc on sait tous que sur les 350 films produits, ou 300 films, je ne sais plus,
français, un certain nombre vont pas rencontrer leur public en salle, vont pas. Mais c'est cette diversité qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir quelques champions dans l'histoire et plusieurs champions même. On est par exemple, on parlait tout à l'heure de La Petite Dernière, le film d'Avia Herzi, qui se comporte très 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 bien en salle, etc. Je pense à la surprise un peu générale, quoi, en fait. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de règles, en fait. Et quand on essaye de les reproduire, on sait bien que en général, elles ne remarchent pas, elles changent. Donc voilà, on voit bien qu'il y a aussi, puisque les chiffres des tournages ou des prévisions de tournage sont en baisse auprès des studios, etc. C'est beaucoup lié aussi à l'Amérique, en fait. C'est beaucoup lié à la production audiovisuelle américaine, à la grève des scénaristes qui a bloqué, retardé énormément de choses, et aujourd'hui au problème de tarifs douaniers, de trucs, etc., qui incitent moins voilà. Et en fait, la plus grande de ce que nous savons, la plus grande pénurie des tournages et des studios, etc., vient plutôt du côté transatlantique qui venait tourner ici, que d'un côté franco-français. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a une plus grande difficulté à monter des films là. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie bagarre à mener pour défendre le système qui est le nôtre, pour essayer de retrouver un peu plus Après, on peut pas... pas de gouvernement depuis... ou peu de gouvernement depuis On est en un an. Belgique, hein. Voilà, ça n'incite pas à... Ça complique tout, quoi. Tu as été élu président de l'ARP en juin dernier, c'est ça? Exactement. Donc, félicitations. Merci. On a eu l'occasion, mais c'est quoi ton programme pour l'ARP et tes ambitions pour les rencontres? Est-ce que c'est un moment de se dire je fais des super rencontres à Paris au Grand Rex ou je reste au Touquet? Enfin, c'est quoi ta vision et ton programme? Moi, ton programme électoral d'ailleurs. Mon ambition et comment dire, et je pense la raison pour laquelle Pierre Jolivet, qui est l'ancien président de l'ARP, m'a poussé en avant, en fait. Parce que je disais, moi, je sais pas si... C'était l'idée d'ouvrir un peu plus le débat intérieur et de rassembler un peu plus, de mobiliser un peu plus nos troupes. C'est-à-dire que je pense qu'il faut parler, il faut débattre sur l'IA, il faut débattre sur le cinéma européen, il faut débattre sur la vie de l'ARP, il faut débattre, y compris avec les autres. Alors on le fait déjà, mais moi j'avais envie d'ouvrir un peu plus et d'augmenter la participation des forces vives de l'ARP, de faire rentrer des nouveaux entrants, de rajeunir l'équipe. C'est un peu mon ambition. Alors, je pense que parce que j'ai été directeur d'école, parce que je suis capable de réunir, en tout cas, où c'est une de mes qualités. Et moi, j'aimerais bien que ça devienne l'outil d'une frange beaucoup plus large. Je parle bien sûr qu'on est ce qu'on est, mais après des gens qui participent réellement au débat, etc. Parce que je pense que c'est la richesse de n'importe quelle organisation. C'est-à-dire que plus la parole passe, plus il y a d'échanges, plus il y a de débats, et moins on est une cellule d'enregistrement de décision, mieux c'est. Voilà. Donc, je m'emploie à ça. Je m'emploie à nous rapprocher, par exemple, de la SRF. On s'est dit que même, puisqu'on a des activités culturelles, qu'en plus, on a un cinéma, le cinéma des cinéastes, on a envie, on aimerait que ça devienne un lieu, mais en faisant participer nos camarades du SPID, de l'UPC, voilà, et que ça devienne rassembler cette profession à travers des histoires culturelles, pas seulement à travers le lobbying politique que nous faisons depuis longtemps. C'est un peu mon ambition. Voilà. J'espère que j'y arriverai, mais en tout cas, je m'y emploie. Et j'avais oublié de préciser qu'en effet, en parallèle, tu es donc exploitant, puisque l'ARP prend en charge le cinéma des cinéastes à côté de la place de Clichy. Absolument, 3 salles. Et donc vous êtes président de l'ARP, mais vous êtes quand même avant tout un réalisateur. On vous donne notamment Paulette en 2013 qui avait dépassé le million d'entrées. Rapidement, c'est quoi justement vos prochains projets là, à la réalisation? J'ai un projet qui est en train de prendre forme, qui devrait se tourner, touchons du bois, au mois de mai prochain, qui est une comédie sociale aussi, qui se passe en Bretagne, qui est une histoire de marin pêcheur fauché, que j'ai écrit il y a longtemps, et un peu comme Paulette, avec un groupe d'étudiants de mon école. J'avais des ateliers d'écriture, et le scénario est né comme ça. Il a mis plus longtemps à arriver dans de bonnes mains.
Mais on a l'air bien parti pour pouvoir, je parle avec prudence, mais pour que le film puisse se tourner au printemps prochain, et ce dont je serai évidemment ravi. Et dont tu seras le producteur? Dont je serai le coproducteur, associé en fait, produit par Bonne Pioche et par CD Film. Et voilà. Et donc, je suis assez content si ce projet voit le jour, je suis ravi. Très bien. Alors, avant de se quitter, parce que je vois que l'heure a Tourne. défilé très vite d'ailleurs. Merci à toi. On va te poser une question de cinéma. Et donc, Jérôme, c'est moi qui vais vous poser la question. Cinéma, question assez simple hein, sur la base. Mais quel film vous a donné envie de faire du cinéma? Alors, vaste question. Non, en fait, c'est assez simple. D'abord, je vous mentir, moi j'ai un père cinéaste, donc forcément son cinéma, son métier m'ont donné envie de faire du cinéma. J'ai pas fait voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir partager sa passion en étant son assistant tardivement, etc. Mais il y a un film qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui est Fellini Roma. J'avais 15 ans. C'est le premier film de Fellini que je voyais. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais arrive une scène sur une autoroute où Fellini est en train de tourner une scène de son film. Il y a un cheval qui s'échappe, il y a des prostituées le long de l'autoroute, il pleut, etc. Enfin bref, c'est une espèce de reportage, de documentaire, de je ne sais pas quoi. Et là, j'ai été tellement fasciné. Après, j'ai appris qu'il avait reconstruit cette autoroute en studio, à Cinecittà, et je me suis dit, mais si on peut faire ça au cinéma, alors on peut vraiment tout faire, quoi. Et c'est la première fois que j'étais confronté à une écriture non narrative, on va dire, enfin, en tout cas au sens traditionnel du terme. Et voilà. Et d'ailleurs, Fellini est devenu le cinéaste qui m'a le plus marqué, je pense. Et plutôt cette veine-là, ou à Marcord, ou plus que la veine plus stylisée, plus festival, j'ai envie de dire, de 8,5, etc., etc. Mais c'est, voilà. Et le cinéma italien, d'une manière générale, m'a absolument embarqué, ébloui, d'après-guerre, enfin, je veux dire, la comédie italienne. Enfin, d'ailleurs, mon cinéma est un peu inspiré de ça, et je suis très sensible à ça. Et on voyait beaucoup de films italiens avec mon père. Et par exemple, alors lui, j'aime beaucoup ce film-là aussi, Blow Up d'Antonioni. Et mon père me disait toujours, ça, on peut le faire au cinéma, on peut pas le raconter dans un livre. Et c'est vrai. Et donc voilà, mais mon vrai choc c'est à 15 ans de découvrir un film qui ressemblait à rien, pendant un quart d'heure de rien comprendre, et puis au bout d'un moment d'être emmené par une autre musique que celle de la narration. Formidable. C'était une très belle réponse. Merci beaucoup, Jérôme, Merci beaucoup d'avoir à vous été avec nous aujourd'hui pour débriefer tes premières rencontres de l'ARP, Mes mais premières les rencontres. 35e du nom. Oui. Merci Jules et Émilien également d'avoir été avec nous. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. On aura le plaisir d'accueillir Aurélie Delage début décembre. Et si vous voulez réécouter cette émission plus tard ou les autres, n'oubliez pas, vous les retrouverez en podcast. Les podcasts s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à le faire. Vous avez l'intégralité des émissions qui sont. Voilà. Merci à tous. Merci Je vous souhaite à vous. une bonne journée et on se retrouve dans 2 semaines.